Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Fabrice, de cette invitation. Et je trouve qu'il est très utile et très intéressant de pouvoir échanger régulièrement avec vous de toutes les problématiques associées aux pathologies de type syringomyélie, Chiari et autres pathologies. Je trouve qu'il est vraiment très utile d'échanger avec vous. Donc je suis Nadine Attal, je suis responsable d'une structure de lutte contre la douleur à l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt, également directrice adjointe de l'unité INSERM 801 et 789 dirigée par le docteur Boissira. Je voudrais donc en 10 minutes exposer un petit peu un panorama assez condensé, je dirais, des nouvelles approches thérapeutiques des douleurs neuropathiques. Alors, je vous rappelle que les douleurs neuropathiques, ce sont des douleurs qui sont liées à une lésion, une maladie du système somatosensoriel, c'est comme ça qu'on les définit maintenant, et qu'elles renvoient en fait, comme vous le voyez sur cette diapositive, à de très nombreuses étiologies. En l'occurrence, il y a une majorité en population générale de causes périphériques, c'est-à-dire de lésions du système nerveux périphérique qui peuvent générer des douleurs neuropathiques, en particulier une cause tout à fait banale, mais qui est finalement importante en population générale, qui est la radiculopathie, tout simplement, une sciatique chronique. Il ne faut pas oublier qu'une sciatique, c'est une douleur neuropathique. Alors lorsqu'elle est aiguë, il y a une composante inflammatoire, mais elle peut se chroniciser. Et puis vous avez à droite les douleurs dites centrales, donc les douleurs liées à une lésion du système nerveux central, et on a 3 cas de figure importants, la sclérose en plaques, l'AVC, mais ici on va surtout parler, enfin en tout cas ce qui peut-être vous intéresse davantage, ce sont les douleurs liées à des lésions médulaires, et il peut s'agir évidemment de lésions médulaires traumatiques, mais aussi de lésions médulaires type justement spina bifida ou par exemple la syringomyélie, bien entendu, qui est pourvoyeuse de douleurs neuropathiques d'origine médulaire. Les mécanismes d'ailleurs de ces douleurs sont relativement communs, quelle que soit l'étiologie, et comme vous allez le voir, la prise en charge est relativement similaire, quelle que soit l'étiologie, ce qui est aussi très important, bien entendu. Alors ce sont des douleurs qui ont un impact important et une prévalence très élevée en population générale. Lorsqu'on voit par exemple ce schéma du monde, on voit ici la prévalence en bleu des douleurs neuropathiques en population générale avec des outils de dépistage ou des questionnaires comme le DN4 qu'on a validé il y a maintenant plus de 10 ans, 15 ans. Et on voit en rose pour le diabète. Et ce qu'on voit en gros, c'est que la prévalence, c'est en moyenne entre 5 et 10%. Chez les blessés médulaires, quelles qu'elles soient, la prévalence est d'environ 30%, 30 à 60% d'ailleurs selon les études. Donc ce n'est pas du tout négligeable. Mais en population générale, c'est aux alentours de 5%. Alors, la prise en charge de ces douleurs reste quand même très pharmacologique. Lorsqu'on parle de douleurs chroniques, il faut toujours ne pas oublier qu'il y a aussi une prise en charge globale qui associe la rééducation, la psychothérapie, mais en matière de douleurs neuropathiques, il y a quand même une part non négligeable liée à la pharmacologie parce que les mécanismes de ces douleurs sont assez complexes. Et vous avez en fait sur cette diapositive un rappel des traitements qui marchent à gauche et des traitements qui ne marchent pas à droite. Je n'ai pas le temps d'approfondir sur tous les traitements qui ne marchent pas, mais comme vous le voyez, on voit très bien que les traitements habituels des douleurs aiguës ou chroniques, que tout le monde utilise, comme les antalgiques de Palliens, c'est le paracétamol, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, par exemple l'ibuprofène, ne marchent pas. Mais il en est aussi de même des benzodiazépines, par exemple le Valium, le clonazepam, même le Rivotril, il n'y a pas de preuve d'efficacité dans ces douleurs. Donc les benzodiazépines, en général, il y a des preuves de non-efficacité. Les neuroleptiques ne marchent pas et les antidépresseurs peuvent marcher, mais pas tous. Donc, et à gauche, vous avez les traitements qui marchent, et comme vous le voyez, ce n'est pas des traitements habituels, ce n'est pas des traitements qui sont utiles dans la douleur en général, mais vraiment dans ces douleurs en particulier, parce qu'ils ont des mécanismes bien précis. Alors, juste, je vous les montre autrement, c'est en particulier 3 classes pharmacologiques qui ont fait ses preuves dans les douleurs neuropathiques, qui ont fait leurs preuves dans les douleurs neuropathiques, y compris pour les 2 premières dans les douleurs dites centrales, donc les douleurs des lésions médulaires, avec un certain nombre de problématiques qu'on n'a pas le temps d'aborder. Donc les antidépresseurs les plus anciens restent d'actualité, ce sont les traitements comme l'amitriptyline, ce sont des molécules tricycliques, la duloxétine qui a fait ses preuves dans les douleurs centrales également, c'est le Cymbalta, certains d'entre vous connaissent. Et pour les antiépileptiques, il y a 2 grandes classes qui ont émergé ces dernières années, prégabaline, gabapentin, donc Neurontin, Lyrica, pour donner les noms de marque. Les opiacés marchent aussi à moindre degré, compliqués à utiliser, y compris le tramadol. Mais ce sont des traitements qui ont quand même une petite preuve d'efficacité. Alors, je ne vais pas dire quoi de neuf, je veux dire, je fais un panorama et après je vais un tout petit peu aborder les nouveautés, si on peut dire. Juste un point, attention au risque pour les opiacés, parce qu'effectivement, leur augmentation est très nette. Alors, on a beaucoup parlé aux États-Unis de crise des opiacés, on n'est pas tout à fait dans le même
dans le même problème en France, mais on a quand même une augmentation tout à fait importante des prescriptions, et en particulier du tramadol, qui est lié au fait que le Diantalvic, que vous connaissez, a été arrêté il y a des années. Ça s'est déporté sur le tramadol et la codéine. Il faut savoir que le tramadol, c'est aussi un opiacé, et il y a les mêmes risques. Il y a les mêmes risques à terme d'abus pharmacologiques lorsqu'on les, alors attention, lorsqu'on les monitore pas correctement, lorsqu'on les prescrit sans avoir un suivi, etc. Et donc ici, c'est le pourcentage d'abus en tramadol, c'est pas le pourcentage d'utilisation en population générale. Donc attention au risque, donc il vaut mieux être suivi, c'est tout, hein, c'est pas dangereux si on le fait bien, mais il faut mieux être suivi dans une structure spécialisée lorsqu'on prend du tramadol à forte dose notamment. Mais on voit aussi que même des médicaments qui semblaient anodins pendant des années, eh bien, déjà, on voit une consommation en nette hausse. Ce sont des blockbusters, comme on dit, hein, dans les pays anglo-saxons. Ce sont des traitements qui ont vraiment émergé, et surtout le Lyrica. Et ceci n'est pas sans risque, parce que ce qu'on voit maintenant... Alors, je ne veux pas vous faire peur, hein, c'est quand même pas le but, mais c'est de dire qu'il faut quand même toujours se méfier des traitements, y compris qu'on croyait anodins. On voit maintenant dans la littérature de plus en plus de cas d'abus avec la prégabaline et la gabapentine. Ce n'est pas nécessairement des gens douloureux. Hein. C'est un peu comme aux États-Unis avec l'oxycodone. Ce sont des patients quelquefois addicts, non douloureux, qui peuvent l'utiliser à mauvais escient, voyez. Mais en tout cas, il y a un risque quand même d'abus, et ça a des implications sur nos algorithmes thérapeutiques. Je vais y revenir. On a aussi des traitements topiques. Alors, les traitements topiques sont beaucoup moins à risque. Malheureusement, pour les douleurs centrales, c'est moins intéressant, sauf si vous avez une lésion médulaire, par exemple traumatique, et vous avez une lésion, disons des douleurs au niveau lésionnel. Pour la syringomyélie, dont les mécanismes sont purement centraux, par exemple, il n'y a pas de preuve vraiment d'efficacité. Ce sont des traitements qui agissent sur les mécanismes plutôt périphériques. Donc il y a le Versatis à gauche, en plâtre de lidocaïne, et à droite des patchs de capsaïcine, qui pour nous ne sont pas tout à fait nouveaux, mais qui sont le piment, hein, des patchs de piment, et qu'on applique sur la peau en hôpital de jour avec un effet rémanent pendant 3 mois. Alors, je n'ai pas mentionné quelque chose sur lequel je reviendrai tout à l'heure dans la présentation, les cannabinoïdes, parce que il faut être très réservé. C'est pas que ça ne marche pas, c'est que, en tout cas, on n'a pas beaucoup de preuves en fait d'efficacité à l'heure actuelle. Ce qu'on voit ici, c'est en gros le pourcentage de bonnes réponses par rapport au placebo. Quand ça couvre la ligne, comme on le voit là, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup d'études négatives. On en parlera hein, quand vous voulez. Alors, je suis obligée d'aller un peu vite, malheureusement. Hein. Ces traitements en monothérapie, tous les traitements dont j'ai parlé, ont une efficacité relativement modeste. Dans les essais cliniques, tous les patients ne répondent pas, en particulier, les douleurs neuropathiques ne répondent pas toutes de la même façon au traitement. Et en gros, je n'ai pas le temps, malheureusement, d'expliquer cette diapositive, mais ce que ça montre, c'est que le nombre de patients qu'il faut traiter pour avoir un bon répondeur, NNT, il est plutôt entre 6 et 10. Hein. Ça veut dire qu'il y a un patient sur 6 à un patient sur 10 qui répond très très bien à ces traitements par rapport à un placebo, parce qu'il y a un effet placebo en douleur, et heureusement d'ailleurs, parce que l'effet placebo, c'est utile. Donc il faut faire mieux. Alors comment faire mieux? Alors il y a 2 façons de faire. Il y a l'approche dite translationnelle classique, qui est encore une approche très utile hein, en matière de douleur. En fait, l'idée générale est la suivante. Le traitement de la douleur neuropathique en particulier est insatisfaisant. Il faut essayer d'en comprendre les mécanismes. Pour ça, il faut des modèles animaux pour tester ces mécanismes. Et ensuite, il faut, il faut revenir au patient. C'est l'approche la plus classique hein, en médecine. Hein. On essaie de tester quelque chose chez l'animal et on vient à l'homme. C'est ce qu'on appelle l'approche translationnelle, en fait. L'approche translationnelle conventionnelle. Alors, cette approche thérapeutique, malheureusement, en matière d'analgésie, est encore souvent décevante. Elle a été souvent décevante. Alors voilà un exemple, c'est pas tellement en douleur neuropathique centrale, c'était plus chez des zonas, mais c'était des douleurs neuropathiques. Une étude qui était parue dans Lancet il y a quelques années, extrêmement prometteuse avec un nouveau traitement qui agissait sur une nouvelle cible, on y croyait tous, donc un inhibiteur de l'angiotensine type 2, c'est quelque chose de très intéressant, une efficacité qui avait l'air très intéressante. C'était avec le laboratoire Novartis et l'an dernier, brutalement, tout a été arrêté à cause de cette petite animal. On a montré qu'il y avait des risques de toxicité hépatique à dose élevée chez l'animal. On l'a montré tard parce qu'en fait, on n'utilise pas beaucoup de singes, hein, encore. On utilise plutôt des rats et ça ne marchait. C'était pas chez le rat, c'était chez le singe qui est quand même plus proche de nous. Donc tout le développement a été bloqué. Donc ça, c'est déjà, ça montre que c'est pas toujours évident. On commence par l'animal et quelquefois on s'arrête à cause de problèmes de sécurité d'emploi. C'est aussi pareil quelquefois chez l'homme. Hein. On peut aller jusqu'à l'homme et on s'arrête très tôt en phase 1 parce que il y a des problèmes de sécurité d'emploi. Donc ça, c'est une des problématiques. Puis la deuxième, c'est que, alors un autre exemple qui montre que c'est pas toujours évident, ça c'était aussi des vieux traitements, des traitements qui ont un moment en douleur, on y croyait beaucoup, c'est des antagonistes qu'on appelait de la substance P ou des récepteurs de la substance P, qui est un traitement qui peut agir sur la douleur. Chez l'animal, comme vous voyez ici, ce sont des modèles animaux, c'était remarquable, c'était aussi bien que la morphine, c'était exceptionnel. Et puis on s'est mis à faire des études cliniques, et là,
Tout ce qui est en rouge montre que ça ne marche pas. Il n'y avait qu'une étude positive, et encore, sur la douleur d'avulsion de dents de sagesse, rien à voir avec les modèles animaux d'ailleurs, quelquefois. Et en fait, donc là, il y avait un problème d'extrapolation, c'est-à-dire qu'on a pensé que c'était bien chez l'animal, mais ça n'a pas marché chez l'homme. Donc c'est le problème finalement de l'applicabilité de ce qu'on trouve chez l'animal lorsqu'on veut ensuite passer à l'homme. Ce qui est problématique en matière de douleur, justement, c'est que les modèles animaux, en fait, sont souvent très sensibles à tous les médicaments. Et donc, c'est un problème. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont trop sensibles. Et par exemple, des traitements comme ici le paracétamol, dont je viens de vous dire que ça ne marche pas chez l'homme dans la douleur neuropathique. Chez l'animal, ça marche très bien. L'ibuprofène, donc c'est l'Advil, par exemple, chez l'animal, chez l'homme, ça ne marche pas. Là, ça marche très bien. Le Celecoxib, c'est le Celebrex. Il y a eu vous voyez, toutes ces études sont des études positives chez l'animal, alors que chez l'homme, ça ne marche pas. Donc il y a un problème d'extrapolation, vous voyez, de limite de ces modèles. Et alors, plus amusant, mais enfin, si on veut, ça c'est un traitement que vous connaissez, je pense, mais pas tout à fait pour la douleur. Eh bien, il y a des études, on a des études animales positives dans des modèles de neuropathie douloureuse. Alors peut-être qu'utilisé à forte dose pendant des mois chez l'homme, ça marche, mais enfin bon, j'ai un doute. Donc là, c'est le problème justement de l'extrapolation de l'animal à l'homme, dans le problème de l'approche translationnelle classique en matière de douleur. On a quand même quelques exemples de réussite, alors fondés notamment sur des approches génétiques. On a quand même cloné certains canaux qui notamment jouent un rôle dans l'excitabilité membranaire, dans des mécanismes de la douleur. Certains de ces canaux qu'on appelle NaV1.7, c'est un peu barbare, c'est des canaux sodiques, c'est des canaux sodium. Et on sait que ces canaux, par exemple, quand il y a une perte de fonction, il y a une insensibilité congénitale à la douleur, et à l'inverse, dans certains cas, il y a un gain de fonction, et on a montré que ça pouvait être intéressant dans certaines neuropathies. Et l'intérêt de ça, c'est simplement d'avoir pu, depuis, faire des études cliniques. Et là, c'est 2 études cliniques qui sont intéressantes, dont une dans la névralgie du trijumeau. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est proche de la douleur neuropathique centrale, mais il y a quand même des différences. Et d'autres études avec d'autres produits. En tout cas, on est pour l'instant dans des phases de développement avancé avec des antagonistes des canaux sodiques. En tout cas, pour l'instant, pour la douleur neuropathique périphérique, pas encore pour la douleur centrale. Alors, j'avance, parce que... Pourquoi donc cette approche est limitée et à quoi ça a conduit? Ça a conduit à faire l'inverse, c'est-à-dire que l'idée en douleur, c'est de partir de l'homme, finalement, de partir de l'humain. L'idée, c'est que la valeur des modèles animaux est limitée, eh bien, on va essayer d'agir directement chez les patients, et en retour, on va essayer de trouver des pistes pour la recherche fondamentale. C'est ce qu'on appelle l'approche translationnelle inverse. On part de l'homme et on revient à l'animal. 2 exemples, et puis je vais arrêter. La toxine botulinique, on a des données chez l'homme, mais là, dans d'autres douleurs que les douleurs neuropathiques, sur la dystonie, sur la spasticité, aussi d'ailleurs sur d'autres pathologies, sur la vessie neurologique, suggérant que ça marche parce que ça agit sur l'acétylcholine. Mais on a montré, nous, il y a quelques années, qu'en injectant en sous-cutané dans la zone douloureuse, en douleur neuropathique, comme par exemple là, en injectant en sous-cutané, eh bien, on avait une efficacité rémanente pendant 3 mois. On fait une série d'injections dans l'aire douloureuse, ça peut marcher pendant 3 mois, on peut refaire l'injection et ça marche encore mieux. On l'a surtout montré dans les douleurs neuropathiques périphériques, mais il y a quand même une étude intéressante faite par des Asiatiques qui a suggéré même, alors c'est assez intriguant, que le Botox injecté en sous-cutané, et là c'est pas la spasticité, pouvait aussi marcher sur les douleurs neuropathiques des blessés médulaires. Donc voilà des choses qui sont faites. Et maintenant, on revient à l'animal et on essaie de comprendre les mécanismes d'action chez l'animal. Autre exemple, et j'arrêterai là, la neurostimulation cérébrale, on n'est pas du tout parti de l'animal, on est parti d'observations chez l'homme de stimulation dite invasive, là c'est vraiment de la stimulation invasive, qui se fait de moins en moins en France. Et on a essayé de partir de là pour, valider d'autres techniques non invasives de stimulation cérébrale, comme notamment la stimulation magnétique transcrânienne répétitive, dont l'intérêt est de plus en plus, avancé. C'est une stimulation qui se fait beaucoup en psychiatrie, mais avec d'autres aires cérébrales. Et voilà des recommandations qui suggèrent qu'il y a un certain niveau de preuve. Il est encore faible parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études long terme. Et pour terminer, je dirais qu'on fait actuellement des études, nous à Ambroise Paré, pour justement essayer d'avancer sur la stimulation magnétique transcrânienne. Une étude qui est terminée, qui est Transnep, qui était faite dans les douleurs neuropathiques périphériques, et une étude en cours qui compare la stimulation magnétique transcrânienne, donc avec notamment une neuronavigation, etc., avec une stimulation encore plus moderne qu'on voit à droite, qu'on appelle la Deep RTMS, qui est une stimulation encore plus originale. En tout cas, l'étude est en cours dans les douleurs centrales. Donc voilà. Et puis on a aussi une autre étude en cours avec Xavier Moisset à Clermont sur la sclérose en plaques. Tout ça pour terminer sur les algorithmes. Je terminerai peut-être sur le tout dernier, celui de la SFETD, c'est le nôtre, celui de la douleur, Société française de neurologie, et l'APNEX et l'Association des thérapeutes.
c'est l'algorithme qui n'est pas encore publié mais qui est sous presse et qui finalement a un peu changé par rapport aux autres algorithmes. Vous voyez que maintenant, on a mis le Lyrica en deuxième intention, on laisse le Neurontin en première intention et on met les antidépresseurs en première intention dans les douleurs neuropathiques, y compris centrales. Et on met quand même en dernière ligne des techniques dont j'ai même pas eu le temps de parler, comme la stimulation médulaire et aussi la stimulation magnétique transcrânienne avec des critères bien précis. Voilà, des critères bien précis. Donc je terminerai en disant qu'il est toujours intéressant de combiner les approches thérapeutiques en matière de douleur, c'est-à-dire l'approche translationnelle classique qui reste intéressante et l'approche inverse pour aboutir à, c'est l'objectif, trouver des traitements innovants pour les patients, donc pour vous. Et je vous remercie de votre attention. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Le côté cannabis, je pense, sera alors, ça va être discuté après. Il y a Mado Gilanton et moi-même. Les exposés suivants. Donc, des questions sur tout ce qui n'est pas le cannabis. Oui. Alors, on va peut-être un micro. Merci pour votre présentation un peu trop rapide. François Hafner, Inamifida. La question que je vais vous poser, il existe en France un certain nombre de centres de traitement et d'études de la douleur. On les connaît, ils sont bien répertoriés. Le seul problème que nous avons, c'est qu'en principe, quand on est douloureux, il faut 6 mois à 1 an pour pouvoir avoir accès aux médecins. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre du réseau CEMAVEM quand quelqu'un souffre beaucoup, de pouvoir être pris rapidement en charge par les médecins algologues? Oui, je comprends. C'est une très bonne question. Il y a un peu plus de 250 structures de lutte contre la douleur sur le territoire français. Il y en a au moins une par région. Il y en a en général plusieurs par région, heureusement, je dirais par département. Alors, en fait, les délais d'attente, ils sont variables quand même selon les structures. Nous, on essaye quand même d'avoir, par exemple, des délais un peu plus rapides pour certains types de situations un peu difficiles. Donc, c'est pas 6 mois, 1 an quand même. C'est en général 4 à 6 mois. Alors, c'est long. Le problème, c'est qu'on est confronté à des patients qui ont des douleurs chroniques, quelquefois depuis 10 ans, depuis 20 ans, donc voilà, on essaie de réduire les délais, mais je pense que le meilleur moyen, c'est d'alerter les pouvoirs publics pour qu'on puisse avoir plus de moyens pour pouvoir finalement, parce que le problème, c'est que les délais d'attente sont liés au nombre de praticiens dans la structure. Et donc, effectivement, voilà, on en discutait avec le professeur Amarenko sur d'autres aspects. Les délais d'attente dans les structures très spécialisées sont d'autant plus longs que les structures sont très spécialisées. Et que donc on a finalement un nombre assez limité d'experts. Donc elle voit, mais il vaut mieux attendre un peu plus longtemps et avoir des experts plutôt qu'être pris en charge vite et par des gens qui ne connaissent pas. Mais je reconnais que la situation est difficile et le mieux c'est peut-être en tant qu'association de contacter les pouvoirs publics parce que c'est comme ça que ça marche, en tout cas chez nous. C'est comme ça qu'on a eu la machine de RTMS, c'est les patients qui nous l'ont fait avoir. C'est pas nous ça sert à rien, c'est les patients qui ont écrit à la direction et comme ça on a eu la machine, enfin on a pu engager une infirmière pour... voilà. Je vous le dis, parce que les patients ont plus de poids que nous en ce domaine. Vous avez plus de poids que nous. Deuxième petite question, qu'est-ce que vous pensez des médecines complémentaires? Oui, tout à fait. J'ai pas pu en parler, parce que pas le temps. J'en pense que du bien, en sachant toutefois qu'il faut les encadrer. Il faut qu'elles soient faites par des gens qui sont évidemment bien formés, et ça c'est très important. Nous, on se sert de l'acupuncture, de l'hypnose et de techniques psychothérapeutiques. On n'a pas beaucoup de données en matière de douleurs neuropathiques, il faut être honnête, mais comme ce sont des techniques qui ne sont pas dangereuses, elles peuvent être utiles en complément souvent des techniques, je dirais, traditionnelles, voilà, en complément et bien encadrées. Mais on s'en sert, évidemment, on s'en sert. Mado, ça tombe bien. Une question et après au travail. C'est à propos de la RTMS, en fait, effectivement, nous sommes contactés par les centres... Il faut parler dans le micro. Il faudrait le micro. Merci. Oui, à propos de la RTMS, on a effectivement, nous, des contacts avec des centres antidouleurs qui nous demandent le soutien parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas coter la RTMS qui n'est pas remboursée. Je sais que sur un hôpital périphérique, là où travaille Christian, ils n'ont pas acheté le matériel parce qu'ils ne pouvaient pas coter, donc pas de remboursement. Donc l'hôpital, on n'est pas égaux sur le territoire. Enfin, oui, ça. Alors, j'en ai parlé parce que je voulais parler des nouvelles approches. La RTMS, ce n'est pas encore une approche conventionnelle. C'est une approche non conventionnelle. Donc, elle n'a pas d'autorisation vraiment de mise sur le marché pour la douleur. Elle est utilisée de façon conventionnelle en psychiatrie et pas en douleur. Donc, nous, effectivement, on le fait dans le cadre d'hôpitaux de jour pour certaines pour certaines séances. Et on ne cote pas d'ailleurs. On code comme une consultation, voilà. On code comme une consultation, bref, on a obtenu l'autorisation de la science publique de le faire comme ça. Bon, voilà. Après, il est évident que de temps en temps, il y a des contrôles dans certaines régions et que si on cote, c'est un peu compliqué à expliquer, mais effectivement, il faut toujours se méfier de ces techniques. Nous, on travaille aussi en particulier pour essayer d'avancer sur ce dossier, que le dossier puisse être considéré comme validé, donc avec des études comme celle dont je viens de parler, on espère que les choses vont bouger, mais effectivement, ce n'est pas encore une technique conventionnelle.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la RTM? Eh oui, c'est difficile. C'est une technique de neurostimulation. Oui, voilà. Une technique de neurostimulation, comme ça, du cortex moteur, donc une technique de neurostimulation du cérébral qui n'est pas invasive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... On ne pique pas et on stimule, en quelque sorte, on envoie des ondes magnétiques qui ensuite vont modifier l'activité cérébrale, l'activité des cellules impliquées notamment dans la douleur, et avec simplement une bobine en forme de 8, on voit d'ailleurs ici une bobine comme ça, on la voit là, voilà. Là, c'est une bobine double face pour les essais cliniques, mais sinon, en fait, on peut se servir d'une bobine plus simple. Et on va donc stimuler une petite partie du cortex moteur, qui est le cortex moteur. Et même en stimulant le cortex moteur, qui est une zone très focale, on va avoir un effet global sur la douleur. Donc bon, maintenant, c'est encore, je l'ai dit, hein, expérimental. Ça fait partie des choses qui se font de plus en plus en France. Effectivement, c'est une technique intéressante.